mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode dont s'autorise à penser OSAP. Déni de démocratie, déni de justice, déni de réalité. Ce type d'expression prolifère dans l'espace public depuis tout particulièrement une vingtaine d'années et cette prolifération est symptomatique d'une situation politique générale inquiétante. C'est la thèse centrale du livre de nos deux invités d'aujourd'hui qui ont publié « En finir avec le déni », c'est le titre, aux éditions Anamosa, tout récemment. Marc Joly, que nous avions déjà reçu pour un livre qui n'est pas sans rapport avec celui-ci à maints égards, déjà publié dans la collection Anamosa, sociologue, spécialiste des catégories de la psychopathologie, d'une approche sociologique de ces catégories. Vous êtes par ailleurs spécialiste de l'œuvre de Norbert Elias, de celle de Pierre Bourdieu. Vous avez publié assez récemment un livre tiré de votre habilitation à diriger des recherches qui s'appelait « La perversion narcissique, études sociologiques ». Et on va voir évidemment que ce n'est pas sans rapport avec ce travail. Et puis, Christian Savestre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été directeur financier dans plusieurs groupes, d'après ce que j'ai lu. Et puis, vous êtes devenu journaliste. Vous êtes spécialiste de fiscalité, expert au sujet de l'évasion fiscale et des stratégies des cabinets de conseil qui sont au cœur, aujourd'hui, on le sait, des pouvoirs dans nos démocraties. Le déni, et même, disons-le clairement, le déni pervers, est au cœur des stratégies des classes dirigeantes aujourd'hui dans nos démocraties libérales. Vous montrez qu'en gros, il y a deux grandes fonctions, une fonction d'autodéfense et une fonction de domination. C'est l'objet donc de ce livre. Peut-être qu'on peut partir du moment où cette notion, ce vocabulaire du déni est apparu de plus en plus massivement dans le vocabulaire médiatico-politique. Effectivement, le point de départ du livre, c'est la thématique du déni. Thématique qui est présente dans l'espace public de manière croissante depuis une vingtaine d'années. Donc, la première étape de l'enquête sociologique, c'est d'essayer de cartographier les usages et les types d'usages de ce mot, déni, et d'expressions qui sont composées avec ce mot. Il y en a plusieurs qui ressortent de l'analyse textuelle. Ce sont les plus utilisés assez nettement. Déni de démocratie ou déni démocratique, après c'est les mêmes notions. Déni de justice et déni de réalité. Et l'idée, c'est de montrer que, à travers les usages de plus en plus répandus de ces catégories, on a quand même une évolution des normes, des valeurs et des rapports de force entre groupes sociaux. Parce que ces catégories, elles ont quand même pour spécificité de faire référence à des valeurs fondamentales, qui sont des valeurs qui supposent d'intégrer des normes d'égalité et de réflexivité. C'est-à-dire, quand on se réfère à la réalité et qu'on reproche à quelqu'un d'être dans un déni de réalité, ça veut dire qu'on accepte comme norme de référence l'idée que c'est la connaissance de la réalité qui doit réguler les débats publics et l'action publique. Et qui doit faire consensus. Et qui doit faire une consensus. Base commune, quoi. Un monde commun. On est censé avoir un monde commun. Et on peut raisonner ensemble, discuter Exactement, ensemble, parce qu'on se contredire, mais sur cette base. Parfaitement. Et normalement, un déni de réalité, c'est une sorte d'aberration qu'on est censé devoir dépasser. C'est une infraction, en fait, d'une certaine façon. Alors, infraction, je ne sais pas, mais en tout cas... Au cadre commun. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut échanger. Vous avez raison, au sens où quand on pointe quelqu'un en disant « vous êtes dans un déni de réalité », c'est une accusation grave. C'est-à-dire être dans un déni de réalité, c'est de ne pas être dans le réel. Donc, on ne peut pas avoir de terrain commun de dialogue. Et la discussion achoppe, donc. Et la discussion achoppe. Donc, ça veut dire qu'on se réfère à une norme de loi commune, de traitement équitable de situations similaires, de réflexivité, c'est-à-dire qu'on doit être capable de mettre en cause tous les présupposés qui font qu'on voit la réalité de telle ou telle manière. Et en plus, ce rapport à la réalité, il va de pair avec un rapport à des normes d'égalité
et de justice, donc d'où déni de justice, déni de démocratie. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas d'autres normes de référence que ces normes-là. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des usages de ces normes qui servent des buts qui sont opposés aux valeurs fondamentales que ces normes expriment. La reconnaissance de l'égalité. Et la reconnaissance de l'égalité, c'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement contraignant. Reconnaître l'autre comme un égal et reconnaître la parole de l'autre comme valant autant que la sienne et le point de vue de l'autre comme valant autant que le sien, c'est très exigeant. Et ce qui est confusionnant et qui donne cette impression de chaos dans l'espace public actuel, c'est que tout un ensemble de groupes, d'individus, utilisent ces notions, utilisent ces expressions à des fins d'intimidation, à des fins de culpabilisation et de retournement pervers. Donc c'est le point de départ du livre. On commence par une analyse textuelle et on en arrive à l'analyse des stratégies de domination contemporaines qui reposent beaucoup sur le retournement pervers de ces normes-là. C'est-à-dire qu'on se met à utiliser cette accusation pour neutraliser de manière arbitraire, au fond, des discours qui seraient trop gênants, qui poseraient trop de problèmes, parce que soi-même, en réalité, on a pris de telles libertés avec le réel que ça reste finalement le seul recours. Un recours radical, mais le seul recours pour se maintenir. Exactement. C'est-à-dire que c'est une manière de faire avec à la fois des valeurs, des processus sociaux de transformation des rapports de force entre groupes et individus. Donc, je veux dire, des groupes anciennement minorés prennent la parole, expriment un point de vue et se fondent sur des connaissances objectives. Par exemple, l'islamo-gauchisme, c'est typiquement ça qui est visé. C'est-à-dire le fait que des groupes populaires qu'on voudrait marginaliser peuvent se référer à des enquêtes sociologiques, par exemple. C'est pour ça que les sociologues sont aussi détestés par la caste qui nous domine. C'est vraiment fascinant dans le livre. On voit très bien comment le fait que des gens qui historiquement sont en situation de minorité ou qui n'ont pas la parole, qui sont en situation de domination, grâce au savoir, grâce aux études sérieuses sur le réel, grâce à leur propre travail sur eux-mêmes, arrivent à tenir un discours qui est très déstabilisant pour les dominants. Voilà. Et face à ce discours éminemment dangereux, le seul recours, ça finit par être justement le déni radical. Oui. Et ça donne la haine du savoir, la haine de la réflexivité, le trumpisme, par exemple. Oui, mais la haine du savoir et en même temps, c'est le cas de le dire, le souci de se revendiquer du savoir. Le souci de se revendiquer de la connaissance objective de la réalité. Le souci de se revendiquer de valeurs qui sont des valeurs d'égalité. Dans le livre, il y a toute une analyse d'expressions qui participent du même paysage conceptuel qui se remodèle. Par exemple, l'expression « deux poids, deux mesures ». Bon, si on déplore le deux poids, deux mesures, ça veut dire qu'on est attaché à des idées d'égalité, de traitement équitable, de loi commune. Ce qui est paradoxal, c'est de constater qu'il y a un fantasme d'imposer des situations quasi d'apartheid. D'inégalité, en tout cas. Oui. Mais au nom de l'égalité. Et au nom de la critique du deux poids, deux mesures et de la projection sur les adversaires du deux poids, deux mesures. C'est ça. C'est la situation, ça définit bien la situation actuelle de chaos. Alors, on a évidemment plein d'exemples qui viennent en tête, de déni de la réalité en toute impunité. Je pense, par exemple, ça me vient là, à la façon dont la ministre Aurore Bergé a pu, sans aucun problème, dire que dans la loi Yadan, elle le dit devant l'Assemblée nationale, à aucun moment l'État d'Israël n'est cité, alors que tout le monde peut voir en même temps que le nom de ce pays est cité un grand nombre de fois et ça pose absolument aucun problème. Le livre s'ouvre sur Gaza et sur le déni de réalité des massacres sur place. Vous soulignez à plusieurs reprises qu'il y a une inflation de ce type de catégorie, le déni de réalité, le deux poids, deux mesures, depuis l'attaque du 7 octobre et les représailles. Mais il y a un autre personnage, on reviendra peut-être à ça après, il y a un autre personnage
critère qui est au cœur, évidemment, de cette évolution générale que vous décrivez, il est en couverture du livre, avec des lunettes de soleil, c'est Emmanuel Macron. Et parmi les nombreux éléments qui participent d'une stratégie de déni du réel et qui caractérise la façon de faire d'Emmanuel Macron, il y a un problème, une question pour laquelle Christian Savestre a travaillé avec vous et pour laquelle il est le co-auteur de ce livre, c'est tout simplement la question du patrimoine et des revenus d'Emmanuel Macron avant qu'il devienne président de la République, puisque tout le monde sait, il ne s'en est jamais caché, Emmanuel Macron, qu'il a travaillé pour la banque Rothschild. Tout le monde sait, et vous le rappelez dans le livre, qu'en 2012, au moment où il devient secrétaire général de l'Élysée, il vient de réaliser une opération mirobolante comme associé gérant chez Rothschild, la fusion entre deux très grands groupes qui n'a pu que lui rapporter beaucoup d'argent. Et pourtant, tout le monde sait aussi que sa déclaration de patrimoine est en discordance, déclaration obligatoire au moment où il devient candidat à la présidence de la République 5 ans plus tard, en 2017, elle est en discordance avec ce fait-là, son activité antérieure. Voilà un fait que tout un chacun peut constater, mais qui ne s'est pas traduit légalement, politiquement, par son débouché normal. Et pourtant, eh bien voilà, merci de m'avoir invité avec Marc. En fait, c'est pire que ça. C'est pire que ça, puisque effectivement, on s'est beaucoup étonné, les médias traditionnels, on va dire, de la discordance entre son niveau de patrimoine et les revenus qu'il aurait tirés de cette fameuse transaction Pfizer-Nestlé, 9 milliards sur les 10 dernières années, entre 2012 et 2022. Ça fait partie des 1% des plus de 2000 transactions réalisées par le groupe Rothschild. Donc c'est énorme. c'est une affaire gigantesque. Et donc, avec ça, on gagne des millions. Et d'ailleurs, lui-même, s'est prévalu du fait que la transaction, s'il parvenait à la boucler, lui permettrait de devenir millionnaire. Mais en fait, quand on analyse les déclarations de Macron, on s'aperçoit que les revenus qu'il déclare au titre de son employeur Rothschild et compagnie sont des revenus qui avoisinent sur 4 ans 3 millions. Mais dans ces 3 millions, il n'y a pas un centime qui concerne cette mirobolante transaction à 9 milliards. Alors que selon les critères que vous évoquez, elle a dû lui rapporter entre 3,5 millions et 9,5 millions d'euros, c'est ça ? À peu près, selon les calculs qu'on peut faire, soit à partir des rapports annuels de Rothschild et compagnie, soit en prenant les comptes du client Nestlé, soit en prenant des avis extérieurs qui, eux, témoignent, mais ne veulent pas témoigner à visage découvert. Quand il s'est présenté à la candidature en 2017 à la présidence de la République, à cette date-là, les candidats à la présidence de la République ne déclarent que leur patrimoine, pas leurs intérêts et leurs revenus. Et donc, les intérêts, c'est différent du patrimoine, alors ? Absolument. Le patrimoine, c'est le stock de richesses, on va dire, immeubles, portefeuille d'actions, etc., qu'on détient à un instant T. Mais ce n'est pas le flux de revenus qu'on a eu l'occasion de connaître au cours des 5 dernières années. En fait, quand on est candidat à la présidence de la République, on déclare uniquement son patrimoine. Quand on devient ministre, on doit déclarer son patrimoine et les 5 dernières années de revenus et d'intérêts. Emmanuel Macron est devenu ministre en août 2014. En août 2014, absolument. Et là, et c'est comme ça qu'on connaît les années Rothschild de Macron, il a dû déclarer ses revenus revenus et intérêts des 5 dernières années et également son patrimoine. C'est comme ça qu'on sait en 2017 que finalement c'est le seul banquier d'affaires vraisemblablement qui a quitté Rothschild et qui en sort quasiment fauché. C'est le candidat à la présidence de la République le plus pauvre derrière Philippe Poutou. Oui. Enfin, avant Philippe Poutou, Juste pardon. l'avant-dernier, oui. Mais ce qu'on oublie, c'est que les revenus qu'il a déclarés au titre de ces années Rothschild ne comportent pas un centime au titre de cette transaction, qui est la plus grande qu'il ait faite, puisque les 2 autres qu'il a faites, à elles deux, totalisent 550 millions d'euros. Donc, Nestlé, Pfizer, c'est 17 fois ces 2 transactions-là. Donc, quand on regarde les 3 millions qu'il a touchés pendant cette période, on peut extrapoler. Et en fait,
le fait est avéré, c'est un fait à la fois statutaire, le règlement de la société, c'est un fait comptable, c'est un fait chronologique, puisqu'il démissionne le 15 mai 2012, mais le 15 mai 2012, la transaction n'est pas encore totalement finalisée, elle est conditionnée par l'acceptation des autorités de la concurrence qui n'intervient qu'en novembre 2012, et lui, il franchit le trottoir entre l'adresse de la Banque Rothschild et l'Élysée le 15 mai 2012. Et il devient secrétaire général adjoint pour les questions économiques chargé de la finance, de François auprès de celui qui en est l'ennemi. Donc, mais il a déjà réussi le deal. Hein. C'est quelques en fait, il a réussi le deal le 22 avril 2012, soit quasiment la veille du premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Voilà. Donc, ce qui n'a jamais été mis en évidence, c'est que la société Rothschild et compagnie, à ne pas confondre avec Rothschild & Co, qui est la holding aux 250 filiales, Rothschild et compagnie était dans l'impossibilité statutaire, comptable, chronologique, de lui verser le moindre euro au titre de cette transaction. Donc, cette transaction n'influe pas sur ses revenus de 3 millions perçus pendant 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais directement au but, ça veut dire que Macron est un évadé fiscal. Alors on sait que l'évasion fiscale, malheureusement, même illégitime, peut être légale. Pas nécessairement illégale. Souvent légale. Mais lui, ça n'est pas un évadé fiscal comme un autre. Lui, tous les évadés fiscaux ne se présentent pas à la candidature à la présidence de la République. Lui, il se présente. Et depuis la loi d'octobre 2013, à cause du scandale Cahuzac, il est sujet à un certain nombre d'obligations, notamment déclarer son patrimoine. Mais avant, il a déclaré ses revenus aussi. Et donc, on s'aperçoit que y a un gros trou. Ça s'est évaporé. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il ait travaillé à l'œil sur cette transaction, il s'est lui-même vanté de devenir millionnaire grâce notamment aux 500 millions de dollars dont il a convaincu le patron de Nestlé de rajouter par rapport aux concurrents Danone. Ce qui a été décisif pour faire le deal. Voilà, c'était décisif. Et donc, il a omis, entre guillemets, plutôt il a décidé de ne pas déclarer les revenus que sans doute une autre entité du groupe Rothschild, autre que celle qu'il déclare, lui a versé ou lui versera ailleurs, à une date qu'on ne connaît pas. Toujours est-il que ces faits-là sont avérés, il n'y a pas de contestation possible. Il suffit de reprendre, on peut refaire l'exercice, les statuts, les principes comptables, les dates de démission, et les statuts précisent tout à fait ce qu'il advient de la rémunération d'un associé gérant qui démissionne en cours d'année. Voilà. Donc, je le répète, Macron est un évadé fiscal qui n'a pas déclaré ce qu'il aurait dû déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui n'existe que par le scandale Cahuzac qui est intervenu en 2013. Mais à côté du scandale Cahuzac, le scandale Cahuzac, c'est vraiment un petit truc. Le scandale Fillon, c'est un petit truc. Le scandale, que moi j'appelle le scandale Macron, c'est énorme, c'est comparable, même si c'est d'une autre nature, au scandale Sarkozy. Alors, ceci étant posé, cette situation qui ne peut pas être réfutée, disons, cet état de fait qui ne peut pas être réfuté étant posé, reste à gérer médiatiquement, politiquement, ses effets, ou plutôt ses non-effets, ou plus exactement, plus précisément encore, sa non-existence. Et c'est là que commence quelque chose qu'on peut aussi éventuellement appeler du gaslighting, c'est-à-dire une forme de désorientation, des techniques, un ensemble de techniques de désorientation du public, des capacités de connaissance de tout un chacun, ce qui permet, au bout du processus, qu'on n'en parle pas, qu'il n'en soit pas question. Oui, l'intérêt de ce travail commun qu'on a fait avec Christian, qui effectivement a compris le caractère totalement illogique de ce qu'on a sous les yeux, de ce qui est mis sous nos yeux, mais sans qu'on puisse le comprendre. C'est ça, foncièrement, le gaslighting, c'est perturber nos schèmes de perception jusqu'au moment où ce qui est sous nos yeux, on ne le comprend pas, et donc on ne le voit pas. Ça renvoie, cet exemple renvoie à ce qu'est aujourd'hui
la stratégie de domination de ces élites masculines suprémacistes des anciennes nations impériales ou des nations impériales européennes ou d'origine européenne, qui est un mélange qui est assez difficile à comprendre. Et le défi, c'était de le conceptualiser. C'est-à-dire, c'est un mélange d'opacité rationnelle extrêmement réfléchie et de délire, pour dire les choses de manière un peu abrupte. Le délire étant par définition ce qui nous fait sortir du réel, ce qui nous déconnecte du réel. On largue les amarres. Comment comprendre cette cohabitation de soucis rationnels de la maximisation de ses intérêts matériels, où ces gens-là sont très bons. Ils sont très en prise avec le réel de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, exactement, ils sont très en prise. Pour la prédation, pour la maximisation, ils sont très très forts. De leurs intérêts, le fait d'accaparer des biens, des ressources, de trouver des mécanismes, des circuits opaques pour dissimuler tout ça au regard des gens, ils sont très bons. Par contre, leur pensée est d'une très très grande pauvreté, leur psyché est vide et leur idée d'eux-mêmes est délirante, c'est-à-dire totalement déconnectée du réel et de l'évolution des structures sociales, des structures psychiques, où il y a de toute évidence dans nos sociétés une attente d'égalité et de vérité. L'égalité et la vérité, c'est nos contraintes en fait, et c'est leurs contraintes à eux. Et ils s'en affranchissent, ils arrivent à s'en affranchir. Ils arrivent à s'en affranchir, mais pas complètement, ce qui les oblige à ces comportements délirants. Parce qu'il y a quand même une contrainte du réel. Il y a une contrainte. Alors, il y a la loi de 2013. Ils sont très mécontents. L'oligarchie actuelle est très mécontente d'avoir dû faire passer cette loi. Et je pense qu'ils aimeraient bien revenir dessus. Sur la transparence mais ils ne savent pas encore comment justifier le fait qu'il va falloir revenir dessus. Mais ils se disent, on a fait une bêtise, il faut absolument qu'on revienne dessus. Donc, ils préparent les esprits éventuellement à revenir sur ce type de loi. Mais ça montre qu'il y a un processus de progrès des connaissances qui va de pair avec des dynamiques réactives d'opacification et de chaos organisé, parce qu'ils n'ont pas, à un moment donné, le réel tel qu'il est présenté par des gens qui en ont une connaissance intime ou une connaissance, on va dire, objective, basée sur des outils d'enquête, d'objectivation, etc. À un moment donné, ça s'impose à eux. Donc, comment faire avec un réel qui s'impose à nous, si on se met à la place de ces élites, comment faire avec un réel qui s'impose à nous et qui, d'un point de vue logique, est irréfutable, comme la démonstration de Christian. Et le travail d'écriture ensuite qui a été fait, c'est de montrer ça, c'est-à-dire de montrer ça uniquement sur la base de sources publiques. Il n'y a pas de témoignages qu'on va chercher, enfin que Christian aurait pu trouver par rapport à ses connaissances dans le milieu de la finance. Non, tout est public. Il n'y a pas besoin, parce qu'au fond, il n'y a pas besoin. Il faut faire il n'y a pas besoin, absolument pas. À l'inverse même. Il faut rassembler un ensemble de sources et mettre en relation. Et quand vous parlez de gaslighting, c'est intéressant parce que l'une des techniques de manipulation, c'est de couper les liens, d'empêcher les gens de mettre en relation ce qui doit être mis en relation pour être compris. Et ce travail-là, c'est un travail de sape quotidien qui est fait pour empêcher les gens de connecter des choses qui le sont dans la réalité. La grande force du livre, je trouve, c'est précisément de monter en généralité, d'être à la fois assis sur des exemples très précis, et notamment celui qu'en France, nous avons sous les yeux avec Emmanuel Macron, mais en même temps, de théoriser l'ensemble de l'évolution des modalités de la domination. Et ça englobe en fait tous les pays censément avancés, toutes les démocraties dites libérales, l'état leur situation actuelle. Oui, il y a vraiment une crise du suprémacisme. Pour le dire rapidement. Mais ça vous oblige, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, finalement, à parler de suprémacisme, ce qui n'est pas évident au départ. Mais en fait, on est obligé de constater que c'est ça, en réalité, qui était là et qui se trouve en crise parce que démasqué, en quelque sorte. Exactement. Donc c'est une sorte de rage narcissique suprémaciste qui touche les élites,
on va dire, impérialistes ou post-impérialistes, qui, au fond, n'ont pas fait le deuil de leur domination. Les anciennes modalités de domination. Effectivement, ancienne modalité de domination. La domination, l'idéal de la domination, c'est la soumission des dominés. C'est la docilisation des dominés. C'est le fait que les dominés intègrent l'idée qu'on est dominé parce qu'on est inférieur. Et ça ne marche plus du tout. Et le fait que ça ne marche pas, ça met nos dominants dans une sorte d'état de frustration, de colère, de rage, qui se manifeste par un mécanisme qu'il était important de comprendre sociologiquement, alors qu'il est à la base construit par des psychanalystes, qui est les mécanismes de projection, les mécanismes projectifs. Le fait de projeter sur l'autre des affects, des conflits, des choses qui ne sont pas gérables. Et on va donc projeter sur l'autre. Donc on a besoin d'avoir à chaque fois des boucs émissaires pour porter cette incapacité à faire le deuil d'une conception, on va dire, naturaliste de l'autorité. L'autorité comme évidence ratifiée par les dominés. C'est ce qu'on appelait la violence symbolique, au fond. Exactement. C'était une situation structurelle dans laquelle l'importance des grandes autorités, le fait qu'on les ait respectées de génération en génération, les autorités de la religion, de l'État et autres, tout ça étant balayé dans une très large mesure, avec des formes d'émancipation qu'on connaît en gros au moins depuis les années 60, il a fallu substituer à cette violence symbolique d'autres techniques plus violentes, au fond, de maintien de l'ordre. C'est ça. Plus violente, plus insidieuse, fondée sur le discrédit, fondée sur un travail réactif par rapport à tous ces processus d'égalisation qui se mettent en place, par rapport à des normes qui se transforment dans le texte et dans les pratiques. Par exemple, prenez la loi de 2019 sur les violences ordinaires faites aux enfants. C'est intéressant parce que c'est la manifestation de cette recomposition de toutes les formes de relations et de toutes les formes d'autorité qui perdurent malgré tout. L'autorité parentale n'est pas compatible avec l'exercice de violence physique et psychologique. C'est dans le texte de la loi de 2019. Une loi de 2019, d'ailleurs, que la France a tardé à ratifier. Là, je fais allusion à un livre qui est sorti récemment de Pierre Vesperini qui s'appelle « Pour les enfants », qui montre très bien ça. Toutes les relations sont transformées par cette exigence d'une autorité quand elle continue à s'exercer, qui est une autorité à la fois bienveillante, à la fois responsable et reposant sur la confiance. Voilà. Et ceux qui n'ont pas intégré cette conception-là de l'autorité, qui veulent dominer et imposer malgré tout une autorité à des gens qui ne sont pas disposés à se laisser dominer, et dans un espace social qui délégitime ces formes de domination, eh bien, sont obligés de recourir à des mécanismes qui sont des mécanismes pervers. Oui. Bon, en fait, la stratégie de domination, notamment dans le cas de Macron et de ses collègues, on va dire, elle utilise toutes les ficelles. C'est un sujet sensible, mais lors de ce qu'on a appelé le grand débat, où Macron parlait devant quelques personnes dans plusieurs coins de la France pendant 6 heures de rang, un jour, il y a un citoyen qui s'adresse à lui en lui reprochant un peu son passé de banquier. Tout de suite, le citoyen s'est vu interrompre en disant « Si c'était la Banque Dupont, vous ne vous adresseriez pas de la même façon à moi. » Donc, pas de question. Et immédiatement, on a besoin des banques, la banque postale, etc. Donc finalement, rapidement, on passe de la banque Rothschild à la banque postale. Mais bon, si vous avez envie de... Vous voulez ouvrir un compte à la banque Rothschild, ça va être difficile. À la banque postale, il n'y a pas de problème. Donc, on utilise des arguments de cette nature qui fait que le citoyen en question, qui n'était pas agressif, s'est vu tout de suite collé au mur, si je puis dire. De la même façon, en matière d'évasion fiscale, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une émission immédiatement après son élection, donc je crois que c'était début 2018, entre Mediapart, Edwy Plenel et puis à l'époque Jean-Jacques Bourdin. Oui, c'est ça, Jean-Jacques Bourdin. À un moment donné, Bourdin lui dit « il n'y a pas d'argent magique ».
il lui dit, vous dites qu'il n'y a pas d'argent magique. Eh bien, moi, j'ai de l'argent magique, les 80-100 millions d'évasion fiscale. Ah non, pas d'évasion fiscale, de fraude fiscale. Et s'ensuit un dialogue, d'ailleurs, Marc l'a repris dans une citation en exergue, un dialogue où pour lui, il n'y a que de la fraude fiscale. Mais il n'y a pas d'évasion fiscale illégitime. Donc ça, c'est très, 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 très révélateur. Et puis, cette question-là est évacuée directement. L'opacité dont on parlait au sein du groupe, il l'a étendue au sein de l'économie, puisque quand il était ministre de l'économie, en 2015, il y a la fameuse loi Macron, une loi fourre-tout, et au milieu de cette loi fourre-tout, il a institué une forme de confidentialité des comptes, alors que jusqu'à présent, toutes les entreprises déposaient, quelle que soit leur taille, déposaient leur bilan au greffe du tribunal de commerce. Là, il a créé une exception pour les petites entreprises, dit-il. Mais en fait, les petites entreprises se transforment en très grosses entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont peu de chiffre d'affaires et qui ont peu d'effectifs, mais qui ont des totaux bilans qui peuvent atteindre des milliards. Donc, la détention du capital, finalement, elle est soumise à l'opacité. Enfin, c'est vraiment terrible. Vous résumez en disant qu'il y a trois piliers. Hein. D'une part, l'opacité de la finance. D'autre part, l'accaparement privé des biens communs, hein, les effets généraux. Et puis, pour gérer tout ça, vous dites l'éclat d'une parole décervelante. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Là, l'exemple qu'a donné Christian est tout à fait caractéristique. La parole décervelante, elle a différentes modalités. L'une des modalités, c'est effectivement le discrédit. C'est on discrédite directement l'interlocuteur. Voilà, la disqualification du point de vue on le diabolise, de l'autre, à la limite de la diffamation. C'est une nécessité. On se pose souvent la question de savoir pourquoi Macron est autant dans la disqualification des gens, notamment des citoyens. On regrette qu'il soit méprisant. On se dit pourquoi est-il si méprisant. En fait, c'est une nécessité. C'est sa seule manière de rester sur cette ligne d'une autorité qui se conçoit comme absolue, mais qui doit faire face à des groupes et des individus qui n'y adhèrent pas. Et le côté un peu tragique de la situation, et le côté qui rend les débats et les discussions de plus en plus difficiles, c'est que dans ces conditions-là, il n'y a pas de reconnaissance réciproque possible. C'est quand même terrible. C'est-à-dire de se dire, on ne peut pas reconnaître la moindre qualité d'une certaine manière à un individu parce que lui fonctionne sur un déni pervers qui suppose de chaque fois dénier à l'autre ses qualités, ses valeurs, ce qu'il fait, etc. Donc on est vraiment dans une impasse, dans une aporie qui est vraiment liée à cette incapacité de ces élites à en rabattre, simplement. Une des techniques que vous décrivez aussi, c'est l'auto-victimisation. Ah oui, alors ça. Avec la fameuse expression « on me met une cible dans le dos ». Dès qu'on se trouve face à un contradicteur qui a un argument porte un petit peu, on va tout de suite sortir ça et se poser comme victime, comme ça, et on ne pourra plus discuter. J'ai appris en vous lisant qu'il semblerait que ce soit Laurent Wauquiez qui, le premier en 2011, a fait cet usage de l'expression, mais elle est devenue très très fréquente plus tard. Hein. Oui, alors elle était très présente dans la presse sportive. Et oui, parce que c'est un vocabulaire de coach ou de journaliste sportif pour dire, pour mettre la presse m'attaque. On met en récit la compétition sportive, qu'elle soit collective ou individuelle. Donc telle équipe a une cible dans le dos parce qu'elle est leader de championnat. Moi je lis beaucoup l'Équipe, donc ça m'a amusé de faire ce travail-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment donc cette expression qui était vraiment concentrée dans la presse sportive, en vient à être très présente dans le débat politique. Et ça, c'est récent. Alors, on a des premières occurrences. Alors, ça, c'est l'analyse textuelle. Il faut constituer des corpus de presse à partir notamment de la base Europresse. Et donc, on voit que... alors, le premier à utiliser cette expression pour se victimiser dans un article assez dur à son égard, où il est dépeint comme quelqu'un d'absolument imbuvable, c'est donc Laurent Wauquiez, donc qui se défend en disant « on me met une cible dans le dos ». L'expression explose vraiment depuis le 7 octobre. Mmh. Et l'analyse textuelle montre qu'en 2025, on a autant d'usages
autant de présence de cette expression dans la presse qu'entre 2005 et 2024. Donc on a vraiment une explosion. C'est devenu réflexe. Quand on est acculé C'est réflexe. par des objections qui peuvent être un peu solides, il suffira Voilà. de brandir cette expression. On veut me tuer, au fond, c'est ça que ça veut dire. Mais ce qui est Pour terrible, que ce soit réglé. ce qui est terrible, et ce qui fait que c'est quand même un petit peu chaotique, c'est que il y a des usages, on va dire, pertinents, Oui, ça ne veut pas dire que parfois, c'est pas le cas. ajustés à la réalité de propos qui sont tenus. Vous donnez le et- cas de Dominique Voynet et les chasseurs, je crois. Oui, alors Dominique Voynet, on a oublié que c'est quelqu'un dont le bureau a été mis à sac, qui a reçu une gifle en pleine rue. Elle avait utilisé l'expression à bon droit, Elle, d'une mais ça certaine correspondait manière, voilà. à quelque chose. Et donc, je pose effectivement, c'est les deux premières occurrences. C'est assez amusant, c'est les deux premières occurrences politiques de cette expression. Il y en a un, c'est vraiment un truc de défausse, c'est Laurent Wauquiez. Et elle, c'est un usage, on va dire, ajusté. Voilà. Et ce qui est perturbant, c'est effectivement ce type d'expressions-là qui sont utilisées sur un mode de défausse, de culpabilisation de l'autre et même de renversement total. Mais ce travail-là, on aurait pu le faire sur quantité Beaucoup d'autres expressions. d'autres Par exemple, brutalisation. Ah oui. Alors, Vous brutalisez vous le débat. brutalisez. Donc, des gens qui passent leur temps à ne pas respecter les procédures minimales du fonctionnement d'une démocratie parlementaire, qui insultent à tour de bras, qui disent que, bon, bref, vous êtes antisémite, etc., vont dire, mais vous brutalisez le débat public. On peut s'amuser à faire ce travail-là. C'est les jokers, en fait, qu'on sort. Oui, comme c'est ça. automatiquement. Mais le côté positif, c'est que malgré tout, ça veut dire que dans l'analyse des processus sociaux, l'idée de débat civilisé par rapport à des normes d'égalité est quand même, s'impose quand même. Ça reste la norme, Ouais. précisément. Mais C'est pour y échapper qu'on est obligé d'avoir voilà. recours Mais à ce tout qui ça. est terrible, ce qui est terrible à subir, c'est le fait que ce soit quotidiennement perverti. Une autre déclinaison finalement de cette carte, de ce joker face aux objections embarrassantes, et on va terminer là-dessus parce que malheureusement il faut qu'on finisse, c'est ce que vous appelez le grotesque. Il y a aussi ce système génère des attitudes clownesques en toute impunité, le parangon n'étant pas encore français pour l'instant, même si on a aussi des exemples en tête, et étant bien sûr Donald Trump. Oui. Alors, je continue, hein, Christian. Je t'en prie. Parce que moi, j'adore Donald Trump, et toi, je sais que tu ne veux pas en entendre parler. Non, Donald Trump est fascinant parce qu'il est vraiment grotesque. Macron aussi est grotesque dans son genre. Hein. Ça veut dire que dans le cas français, dans le cas américain, le système, à un moment donné, doit donner sa confiance à des gens qui sont objectivement grotesques, au sens où ce sont des gens qui sont très premier degré. Ce sont des clichés sur pattes. Je veux dire, Trump, c'est le cliché sur pattes de la plutocratie américaine. Mais qui délire librement, en fait. Et qui délire librement. Il y a un Voilà, lien avec oui, le oui. délire. C'est-à-dire, Oui, on oui. largue les amarres du réel. De toute façon, c'est l'impunité totale dans cet ordre du discours. Et on peut y aller. Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est malin, qui s'enrichit, qui se serait enrichi considérablement ces Grâce à la derniers guerre. temps. Il y a des délits d'initiés. Enfin, donc, vous voyez, c'est cette double face qu'il est important d'objectiver. Et Macron, on va dire, c'est celui qui prend au premier degré le pouvoir technocratique d'une caste qui navigue entre le privé et le public. Donc, le système a été obligé, d'ailleurs, au même moment, en France et aux États-Unis, à s'en remettre à des figures grotesques pour régler ce problème d'un essoufflement de l'alternance républicain-démocrate ou PS-UMP en France. Il fallait trouver quelque chose d'autre. Mais l'aboutissement, dans les deux cas, logique, c'est le refus définitif, d'une certaine manière, de l'alternance politique et démocratique. Il y aurait encore beaucoup à dire sur tout ça. Évidemment, je renvoie ceux qui nous regardent à ce livre que je conseille très vivement, particulièrement riche et particulièrement éclairant, En finir avec le déni. Peut-être pour terminer, on pourrait revenir sur une réflexion que vous avez à la fin du livre, en repensant au fait que finalement c'est celui qui a déclaré que son ennemi c'était le monde de la finance, François Hollande, qui a nommé d'abord comme ministre de l'économie, et placé sur une rampe de lancement,
quelqu'un qui était un associé gérant d'une banque d'affaires, Emmanuel Macron. Et vous dites, page 311, en définitive, qu'un pouvoir socialiste ait servi de marchepied à un individu comme Macron, au seul service du capital privé et d'une soif délirante de toute puissance, n'est pas sans cause identifiable, et ça devrait inciter celles et ceux qui ont favorisé une telle issue à entreprendre l'analyse rétrospective de leurs responsabilités. Peut-être que ça se passe de commentaires, mais oui, c'est un peu un vœu pieux, mais en même temps, c'est ce qu'ils devraient faire s'ils avaient un minimum de cohérence. À certains égards, Macron est une œuvre collective aussi. Ah bah oui. La responsabilité est lourde. Hein. D'abord, avec cette forme de trahison entre l'expression et ce qui se passe. En plus, on a tendance à l'oublier, mais il y a un auteur anglo-saxon qui s'appelle Raoui Abdelal qui a bien mis en évidence que la financiarisation de l'économie, c'est d'abord de nombreux socialistes français qui l'ont mis au goût du jour, à travers des représentants qui avaient des pouvoirs importants à l'OCDE, à la Banque mondiale, au FMI, etc., etc. Et donc il dit non, c'est pas le consensus de Washington, c'est le consensus de Paris. Donc, oui, ils ont une double responsabilité, une double analyse à faire. Cette forme de trahison quand même, oui, cette forme de trahison de la part du président de la République Hollande, et puis ce qui s'est passé avant à travers cette financiarisation de l'économie. Et est-ce que c'est une trahison ou est-ce que c'est du gaslighting, ce qui serait quand même quelque chose de bien différent du point de vue des intentions ou de la logique immanente? C'est une lourde question politique. On n'aura pas le temps d'en discuter plus longuement, je suis désolé. Mais j'espère qu'on a donné envie de lire ce livre, donc aux éditions Anamosa. Très bel objet, comme d'habitude, avec les éditions Anamosa, avec un petit clin d'œil absolument magnifique à la fin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah tiens, Marc Joly m'a peut-être mis une dédicace. Alors j'ai lu, mais c'était marqué « Merci beaucoup pour cet achat signé Emmanuel Macron ». Et ça illustre parfaitement dans la conception graphique du livre, ce que c'est que le gaslighting. Merci beaucoup à tous les deux, à vous. Marc Joly et Christian Savestre. Merci. Et merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que le média est parfaitement indépendant. Il n'est ni patronal, ni gouvernemental. Il ne vit que de vos dons et abonnements. Nous sommes en pleine campagne. Nous avons besoin de votre soutien. Rendez-vous sur le site internet lemediatv.fr. À bientôt sur Le Média.